Nous voilà de retour pour cette deuxième séquence que j'ai le plaisir d'animer. Alors après avoir exploré les facteurs et les enjeux de transformation digitale dans les industries, nous allons faire un zoom sur l'industrie des médias, sans doute parce que c'est une des parties prenantes majeures du think tank qui date depuis ses origines, mais aussi, je dois dire, parce que c'est une industrie particulièrement intéressante. Elle a pris, et parfois subi, il faut le dire, la vague numérique avant les autres. Elle a eu à se réinventer avant d'autres aussi. C'est une industrie où la concurrence est féroce, on peut le dire, au niveau mondial, et pas que. Et c'est une industrie où le marché européen n'est pas toujours un terrain de jeu naturel. Pour toutes ces caractéristiques, je pense que cette table ronde sur les nouveaux modes de consommation digitale pour les médias s'annonce passionnante, et puis surtout j'ai la très grande chance, encore une fois, d'être très bien entourée et d'avoir avec moi trois grandes références, j'allais dire, de ce paysage médiatique français et européen. Je vous accueille immédiatement et je vais vous présenter. Je commencerai avec Sybille Veil, présidente directrice générale de Radio France. Bienvenue. Pierre Louette, président directeur général du groupe Les Échos Le Parisien. Et enfin, Delphine Ernotte-Quincy, présidente directrice générale de France Télévisions. Merci à tous et merci beaucoup de nous accorder votre temps ce matin pour ce sujet assez fondamental de transformation et d'innovation. Et vous êtes tous des représentants, je pense, de cette innovation en marche. Je commencerai par un tour de table pour vous tous, parce que je pense qu'on termine une année, encore une fois, je vais me répéter, mais particulière, et pour autant qu'il y a eu plein de conséquences positives, pas que des négatives. J'aurais bien aimé vous entendre sur les enseignements que vous tirez des derniers mois et de cette année 2020. Quelles sont les tendances pour vous qui se dessinent, qui se profilent et qui seront là pour durer? Je commencerai avec vous, Delphine Ernotte-Quincy. Merci de votre accueil si aimable. Oui, alors effectivement, c'est une année particulière avec des bonnes nouvelles pour le secteur de la télévision et des mauvaises. Les bonnes, c'est qu'on s'est quand même rendu compte, et on s'en rend toujours compte dans ce demi-confinement que nous vivons aujourd'hui, que la télévision remplit un rôle assez essentiel. Les audiences de la télévision ont quasiment été multipliées par 2 au moment du premier confinement, et aujourd'hui, on réunit encore des dizaines de millions de gens devant les éditions d'information notamment, mais pas que. Donc au fond, cette fonction que remplit la télévision, qui est d'être finalement par le truchement de cet objet qui est dans notre salon tous ensemble, eh bien, ce besoin fondamental-là, il est rappelé au travers de cette crise. Donc tous ceux qui prédisaient la fin de la télé, ce vieux média, etc., se rendent compte qu'au fond, eh bien, la télévision n'est pas morte. Elle est très très vivante en ce moment et elle a sans doute de beaux jours devant elle. Par ailleurs, c'est vrai aussi qu'on a de manière générale les télévisions, mais tout particulièrement le service public, on s'est immédiatement adapté à la situation. On a transformé France 4 en salle de classe, on a mis du divertissement, du cinéma à disposition très vite pour que les gens aussi aient le temps de changer les idées après les éditions d'information qui n'étaient pas particulièrement détendantes. Voilà. Donc toute cette rapidité à agir, et que nous maintenons cette capacité à être sans arrêt à l'écoute de ce qu'attendent les gens pour y répondre le mieux possible, c'est possible même dans un média de masse. Ça, c'est quand même une bonne nouvelle. Alors la moins bonne, c'est que, comme toute crise, elle affaiblit principalement les acteurs locaux, que ce soit évidemment les salles de cinéma, la culture, les producteurs, les télévisions, notamment les télévisions privées qui vivent de la publicité, au profit des acteurs internationaux. Donc cette suprématie qui est déjà présente ne fait que s'accélérer dans ce type de crise. Donc c'est un vrai enjeu pour nous, Français et Européens, de savoir comment on essaie de contrarier cette espèce de prise de pouvoir qui nous semble comme ça un peu inéluctable. Je pense que c'est un thème sur lequel on va forcément revenir dans cette table ronde. Sybille Veil, de votre côté, Radio France a fait une rentrée époustouflante au niveau des chiffres, d'après ce qu'on a pu lire récemment. Quelles tendances, à votre avis, vont se confirmer sur les prochaines années que vous avez pu vivre dans les derniers mois? Alors, tout d'abord, je souscris entièrement à ce qu'a dit Delphine sur le rôle très spécifique des médias pendant cette année de crise. On voit que plus le monde est complexe,
plus on a besoin d'informations. Et la particularité cette année, c'est qu'on était confinés, donc isolés, et donc la vocation de rassemblement des médias, notamment des médias de direct, a été très forte. Mais au-delà de ça, moi, ce que je retiens vraiment de cette année, c'est le paradoxe de l'information. C'est-à-dire que on a encore plus besoin d'informations, plus que jamais, pour comprendre ce qui se passe, et en même temps, et on le voit dans les audiences exceptionnelles de tous les médias d'information, on fait en commun avec Delphine France Info. On a eu des succès d'audience qui sont considérables, notamment sur le numérique, puisqu'on a une accélération des usages numériques qui est très frappante. Mais le paradoxe, c'est, alors même qu'on a encore plus besoin d'informations, la crise de confiance n'a jamais été aussi forte, parce que justement, les usages numériques tendent à viraliser les contenus qui sont pas forcément de meilleure qualité. Il y a vraiment une transformation de la manière dont les gens s'informent, dont l'information circule. Et ça, c'est une situation très paradoxale qui est l'un des grands défis de l'époque. Une année paradoxale, Pierre Louette. Je pense que quand on préparait cette table ronde, c'était un peu l'état d'esprit aussi pour le groupe Les Échos, Le Parisien. Oui, d'abord, moi, je remercie beaucoup de cette invitation. Je suis très flatté d'être entre deux grandes dames de la télévision et de la radio publique, donc ça me fait plaisir. Je vais d'ailleurs complètement souscrire à ce qu'elles ont dit toutes les deux, donc c'est difficile d'avoir un diagnostic différent. Moi, j'ai vraiment, on en a parlé récemment dans une autre table ronde, mais j'ai vraiment eu ce sentiment déjà très, très fort de responsabilité par rapport à l'entreprise, par rapport aux femmes et aux hommes de l'entreprise, auxquels il a fallu dire d'un jour à l'autre, restez chez vous. C'était même pas télétravailler, le terme existait déjà, mais travailler à distance, continuons à produire à distance. On l'avait jamais fait, donc ça a été un moment aussi de saisissement, et ça a marché. Ça a marché pour vous, bien sûr. C'était au fond rodé dans d'autres, mais pas rodé pour une pareille pandémie, mais dans d'autres circonstances. On avait envisagé de pouvoir tout faire à distance. Ça s'est fait. Donc ça, c'était une première chose. Deuxième chose, on a été conduit à se replier sur soi pour préserver la collectivité. Donc c'est vraiment aussi une dialectique assez étonnante entre être de plus en plus solitaire pour préserver la multitude. Ça nous a interrogés. Et on a retrouvé, je pense de la même façon que dans les exemples qui viennent d'être présentés, on a retrouvé ce sentiment que dans le grand bain des images de McLuhan ou des sons, il aurait pu les mentionner aussi, il y avait besoin de repères. Et je pense que là, vous avez devant vous, j'espère que c'est vrai, mais je le crois profondément, 3 représentants de fournisseurs de repères et balises. Ce que les rédactions, je parle plutôt des rédactions à l'espèce, mais des unes et des autres font, c'est de dire, voilà, là, on va vous donner une info, un décryptage, une mise en perspective, plusieurs opinions. Et Dieu sait que là, on avait aussi cette question d'une des dernières autorités incontestables, qui était l'autorité médicale, qui avait plein d'opinions sur le même sujet, parce qu'on ne savait pas. Et donc, les opinions étaient présentées, les experts interrogés, et je pense qu'on a vraiment pu remplir pleinement ce rôle. Et là, dans notre cas aussi, on a vu un doublement de la fréquentation de nos sites Internet. On a dépassé 200 millions de visites pour le Parisien. Le nombre de visiteurs uniques a explosé. Et les abonnements, surtout, ont fait plus de 50% de croissance dans l'année. Parce que beaucoup se sont dit, bon, maintenant, je vais m'abonner. Voilà, je vais peut-être hésiter avant, je ne savais pas, mais je vais m'abonner parce que je veux être informé régulièrement sur des choses qui sont vitales. Et avec une information de qualité. On va revenir à cette question aussi de la transformation business. Mais avant cela, je me tourne vers vous, Delphine. On le sait, France Télé, Radio France aussi, et chacun à votre façon, vous avez un rôle, mais France Télé particulièrement, d'expérimentateur et de pionnier par rapport aux innovations technologiques. Et vous les embrassez souvent en avance de phase par rapport à d'autres dans l'industrie des médias. J'ai envie de vous demander quelles sont pour vous les grandes transformations et innovations technologiques ou pas d'ailleurs, il y a des innovations qui ne le sont pas, mais qui sont pour vous au cœur de la transformation actuellement de France Télévisions et d'un groupe comme France Télé. Alors, pour moi, il y a 2 types d'innovation. Il y a l'innovation des procédés. Évidemment, on ne fait pas un reportage aujourd'hui avec le même matériel qu'il y a 20 ans. Et donc ça touche tous nos métiers. Elle est évidemment essentielle pour nous. Quand on pense innovation, on pense intelligence artificielle. Évidemment, c'est clé. Mais en réalité, il y a beaucoup d'attention à porter à ce type d'innovation. Je vous prends un exemple dans notre feuilleton au quotidien qui est tourné à Vendargue, en interne. Nous avons travaillé avec des startups qui nous ont permis d'avoir un procédé extrêmement efficace pour recréer du réel dans un studio. Bon, voilà. Ce type d'innovation-là, c'est assez fondamental dans notre métier de tous les jours.
il en va de même pour ce que vous voyez aux 20h, quand on vous fait arriver un dinosaure sur le plateau ou recréer la cour de l'Élysée le jour de l'élection présidentielle. Voilà, toutes ces innovations qui se traduisent en fait très concrètement au quotidien. Et puis il y a des innovations en rupture sur lesquelles on travaille évidemment énormément également. L'intelligence artificielle, parce qu'elle nous permet finalement de faire automatiquement des choses qui sinon seraient beaucoup trop laborieuses. Et puis toutes les technologies de diffusion, à commencer par la 5G, mais pas que, mais à commencer par la 5G, qui vont un peu bouleverser ce paysage de l'accès finalement à nos téléspectateurs. Sur l'intelligence artificielle, évidemment, on travaille beaucoup. On essaie de plus en plus de travailler au niveau européen, parce qu'au fond, on se rend compte que tous les services publics ont à peu près les mêmes sujets. Donc, on essaie de mettre en commun, et on travaille déjà, au fond, sur des projets de recherche communs, qui sont, pour certains d'ailleurs, aussi cofinancés par Bruxelles, pour faire en sorte qu'on ne passe pas à côté de la nouvelle étape technologique. On peut se le dire, l'Europe, de manière générale, a quand même pas eu son Stanford, pour reprendre une remarque qui était dans la table ronde précédente. On ne veut pas dire qu'il est trop tard. L'innovation, ça ne s'arrête jamais. Donc là, je pense qu'il y a beaucoup de choses à construire. Et notamment pour les télés, je finirai là-dessus, ou pour les radios d'ailleurs. Un grand sujet pour nous, c'est d'essayer de construire un marché à la taille de l'Europe, à la taille du continent, parce que c'est la seule taille qui va nous permettre de résister aux Américains et aux Chinois. Et en Europe, on a un sujet, c'est qu'on ne parle pas tous la même langue. Donc notre capacité, évidemment, on y travaille, à traduire instantanément un direct, correctement dans n'importe quelle langue, à commencer par les langues européennes, ça c'est une nouvelle frontière qu'on s'est donnée et qu'on va franchir ensemble. Ça s'annonce passionnant. La transition est toute naturelle vers vous, Sybille Vell, et on a envie de se dire quand même 2020, c'est l'année où l'audio, qui est quand même votre médium de prédilection, a totalement explosé. C'est quelque chose qu'on sentait venir, mais finalement, vous êtes au cœur d'une transformation actuellement. Vous avez tout à fait raison. Aujourd'hui, on connaît un boom de l'audio qui est en réalité l'entrée de la radio dans l'ère numérique, tout comme la télévision l'a connue il y a quelques années, la presse aussi. Et ça se traduit par un nouveau terme qui est l'audio, qui décrit toutes les formes d'écoute nouvelles de la radio aujourd'hui, qui est la radio en direct qui fédère et qui rassemble, qui est la radio plus personnalisée qu'on écoute sous forme de podcast, qui traduit aussi les innovations sonores qu'on peut faire autour du son 3D, du son immersif. Je pense que Radio France là-dessus a investi depuis des années. On voit aujourd'hui l'intérêt de cette recherche-là. On a fait une fiction sonore pour France Culture, L'Appel des Abysses. On a suivi le Vendée Globe avec une captation en son 3D sur l'un des bateaux. Donc on essaie d'accompagner cet appétit pour l'audio avec une innovation aussi en termes de qualité, d'accompagnement de tout l'imaginaire, de tout ce qui peut emporter, parce que l'audio, c'est un média de la mobilité, c'est un média aussi qui accompagne, qui permet de rentrer dans des sujets de réflexion avec des formats différents, de longueurs différentes, et qui est poussé beaucoup par le fait que la commande vocale se développe. Et l'un des enjeux d'avenir pour nous, c'est voir comment cette commande vocale, qu'elle soit dans les assistants vocaux, dans les enceintes vocales, dans le tableau de bord de votre voiture, on peut donner des contenus qui seront la réponse aux questions qui seront posées demain à l'ensemble de ces assistants. Et c'est un défi qui est passionnant, et on réfléchit à la manière dont on va pouvoir rentrer de plein pied dans cette révolution de l'audio dont je pense qu'elle ne fait que commencer aujourd'hui. Très bel exemple que celui du Vendée Globe, en effet, avec cet audio immersif. Chez Bicom, nos chercheurs appellent ça le son ambisonique. Et d'ailleurs, on y travaille avec certaines équipes de Radio France. C'est aussi une nouvelle frontière. Pierre Louette, le groupe Les Échos, Le Parisien, ce n'est pas que de la presse écrite, loin s'en faut. Et j'allais dire, la frontière finalement entre vos différents médias est de plus en plus poreuse. Y en a-t-il encore d'ailleurs? Pour vous, c'est quoi les grandes innovations techno que vous surveillez et qui sont déjà à l'œuvre? Alors il y a quand même des frontières parce qu'on a des territoires initiaux différents quand même. Donc, et c'est vrai qu'on va un peu aller vers le pays des autres d'un certain point de vue. Donc c'est vrai que moi j'ai lancé les podcasts du Parisien et des Échos.
celui des Échos a eu énormément de succès. En fait, il s'est très bien développé pour une raison que Sybille connaît bien aussi, c'est qu'il est très cohérent avec le journal Les Échos. C'est-à-dire, c'est Les Échos, mais dans votre oreille. Et à un autre moment. Ce que Delphine décrivait aussi tout à l'heure, c'est la bataille pour la répartition du temps de consommation média. Là, dans la période dans laquelle on est, évidemment, on a bien compris que pour plein de raisons, on avait plus de temps. Donc, on a plus d'heures passées à écouter la radio, regarder la télévision, lire les journaux. Bon. En temps normal, il y a quand même une durée qui n'est pas infinie dans nos journées et dans le temps qu'on peut consacrer. Donc il faut qu'on soit capable de prolonger les moments où les publics sont en rapport avec nos marques, parce que c'est quand même une question de marque aussi, marque repère, marque référence, marque territoire. On doit s'implanter dans l'esprit, au fond, de nos lecteurs, de nos auditeurs, spectateurs, et leur fournir toujours quelque chose de qualité, qui fasse qu'ils reviennent vers nous. Donc dans le podcast, on a été effectivement dans les groupes de médias écrits assez précurseurs, je pense, on en a développé, et ils marchent bien tous les deux. Dans l'image, on a une capacité qu'on a augmentée maintenant à faire des événements à distance, tiens, bizarrement comme ici, là, à gérer des événements dans lesquels on peut produire, dès lors que la rencontre physique est un peu plus compliquée qu'en temps normaux, on peut produire une expérience qui soit bien. Et donc, on passe d'une écriture très spectacle physique à une écriture, à une narration plus télévisuelle. Il faut, effectivement, avec une notion de présentateur, de montage, plusieurs caméras. Voilà. On essaie de renouveler cette expérience-là. On a un petit studio qu'on utilise volontiers pour le faire. Et tout ça, encore une fois, en essayant d'être très cohérent avec nos marques. C'est-à-dire qu'on est très Le Parisien dans le podcast du Parisien, très Les Échos quand il s'agit des Échos, pour qu'il n'y ait pas de rupture dans l'expérience. C'est vraiment ça, pour moi, le plus important. C'est, en bon français, la brand equity, c'est la valeur et la persistance et la permanence de la marque. On sait où on est. On sait où on est et on est en relation. Alors, dans la techno, un dernier point, on a énormément travaillé depuis plusieurs années, 3 ans là, notamment, sur tous les parcours d'abonnement. Parce que pour nous, c'est un peu une différence, peut-être, quoique vous connaissiez aussi les questions d'abonnement de plus en plus maintenant, mais initialement, ce n'était pas trop le sujet. Dans la presse, il y avait un sujet d'abonnement écrit, de papier, bon, toujours, qui existait. Mais là, il a fallu combattre sur le terrain de l'abonnement face à tous les nouveaux acteurs qui ont des parcours d'abonnement, des parcours de rétention incroyablement efficaces. Je pense, par exemple, Netflix, qui est quand même assez bon dans son domaine. Canal l'avait été avant dans la télévision, d'autres le sont maintenant, évidemment. Mais nous, ce n'était pas vraiment une spécialité. Donc, on a beaucoup travaillé sur les analyses de data, et sur les systèmes de paiement, ce qu'on appelle les paywalls, c'est-à-dire le moment où vous devez vous abonner pour continuer à lire les contenus d'un journal, et en analysant ce qui fait que quelqu'un va buter sur le mur et puis s'abonner, venir plusieurs fois nous fréquenter mais ne pas s'abonner, quel genre de papier, quel genre de mécanisme. Ça, c'est au fond, là aussi, on retrouve de la technique, hein, des algorithmes, leur analyse, un peu d'intelligence artificielle aussi par-ci par-là, pour voir ce que l'on va pouvoir provoquer pour attirer et retenir les gens qu'on aura abonnés à nos services. Vous faites une transition parfaite, Pierre. Je ne sais pas, mais je suis ravi. Mais oui, mais vous ne le saviez pas tout à fait. Mais non, la transition est parfaite pour parler du sujet de la désintermédiation. Et vous avez commencé à évoquer les noms qui fâchent ou ces grandes plateformes. Mais j'avais envie de vous demander, notamment à France Télévisions et à Radio France, finalement, comment on reprend le contrôle de sa destinée, de sa relation audience, Pierre en parlait à l'instant, comment on reprend le contrôle de son offre dans ce monde où l'offre de contenu devient absolument pléthorique? Moi, j'ai un avis assez tranché là-dessus depuis assez longtemps. Je pense qu'il ne faut pas être naïf, et c'est-à-dire bien voir que nos concurrents, ce sont d'une part les réseaux sociaux sur l'information et d'autre part les plateformes américaines sur le reste de l'offre et notamment les fictions. Voilà, ce sont nos concurrents. Donc tout ce qui concourt on peut évidemment trouver des accords avec ces concurrents et pactiser, mais enfin, voilà. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est que je pense qu'on a un sujet de fond, c'est que quand on met ces contenus sur YouTube, évidemment, les monétise largement, en reverse une part qui est vraiment très très congrue, qui pèse absolument pas dans les résultats. Et en même temps, c'est pas un média, donc il n'a pas non plus la responsabilité du contenu. Donc voilà, j'ai l'impression qu'on se fait un peu finalement
parasiter, ou en tout cas, moi, c'est mon sentiment. Donc, comme je veux éviter de me faire parasiter, j'utilise YouTube pour ce que c'est une formidable... C'est la télévision des jeunes, hein, YouTube, donc une formidable façon de mettre en avant des contenus pour ensuite essayer de capter ces publics sur mes environnements propriétaires. Ça, c'est pour YouTube. Netflix, c'est plus compliqué parce que Netflix, c'est un vrai concurrent qui fait des choses formidables. C'est un concurrent tout à fait respectable, mais qui joue avec des règles qui ne sont pas les nôtres. Donc, le principal sujet, c'est comment est-ce qu'on établit des règles sur notre territoire, des règles concurrentielles qui soient valables pour tous. Alors, je dis sur notre territoire, en réalité, ça va être le sujet de l'Europe. Et comment, d'un modèle qui est américain, très business-oriented, un modèle chinois qui est très État-oriented, et l'État contrôle la situation concurrentielle, on arrive en Europe à imposer un modèle qui n'est ni l'un ni l'autre, qui est un savant mélange et un savant équilibre de régulation d'une part et de libre entreprise d'autre part. Donc chacun dans ce système a sa part à faire. On voit que là, la très très bonne nouvelle, c'est que la Commission européenne s'est vraiment emparée de ces sujets, et est à l'offensive pour précisément projeter des règles à la fois de concurrence et de régulation de l'espace informationnel, comme dit le commissaire Breton, qui soient pérennes dans le temps. Et ça, c'est la meilleure nouvelle de l'année entre nous, parce que je pense que ça se passe là-bas en ce moment. Et donc, par rapport à ces règles-là qui vont être dévoilées dans pas longtemps, ces actes, au sens bruxellois du terme, qui vont être dévoilés dans pas longtemps, il va falloir que les acteurs, publics ou privés, voit comment se positionner, et au fond, d'une certaine manière, chacun doit tirer son épingle du jeu de ça. L'enjeu, il n'est pas juste que les entreprises survivent, hein. L'enjeu, il est une forme de souveraineté culturelle qui en soi est un objectif, sachant par ailleurs que la souveraineté culturelle entraîne la souveraineté économique. C'est pas pour rien que les Américains ont imposé des films de cinéma dans les cinémas en France. C'est pas pour rien qu'on boit du coca, etc., etc. Tout le monde sait ça, mais c'est bien de le rappeler quand même. C'est fondamental même. Sybille Vell, quel est le périmètre de... Alors, pour l'audio, pour reprendre effectivement le terme, puisqu'on déborde effectivement, et la radio déborde maintenant sur l'audio, là aussi, multiplication des plateformes de podcast. Quel est le bon périmètre de coopération au niveau européen? Est-ce qu'il y a des alliances? Vous le disiez tout à l'heure, la langue est fondamentale dans votre média. Est-ce que l'Europe est le bon périmètre de collaboration? Est-ce que c'est la francophonie? Est-ce que c'est d'autres univers? Je sais que l'international est fondamental pour vous. Comment voyez-vous cette manière de lutter et de ne pas être naïf? Alors, je vais revenir sur un chiffre. Moi, quand j'ai pris mes fonctions il y a 2 ans, 85% de nos podcasts étaient écoutés sur des plateformes tierces et plus de la moitié sur Apple. Donc ça veut dire qu'il y a un vrai risque de désintermédiation, pour reprendre le mot que vous avez pris, ou de disruption, qu'on se transforme en producteur de contenu avec toute la créativité, parce qu'il y a une vraie tradition culturelle en Europe et tout particulièrement en France, et que ce soit d'autres qui les valorisent, qui les diffusent et qui en tirent la valeur. Pour moi, ça, c'est le principal risque aujourd'hui, surtout dans une économie qui est devenue une économie de la data, où plus un acteur est gros, plus il a de données, plus il peut les utiliser et les valoriser. Que ce soit au travers de la pub, au travers d'une personnalisation qui rend un service de plus en plus fort pour le public. Donc, on a un enjeu aujourd'hui qui est vital pour nos médias. Donc moi, j'ai lancé une stratégie de maîtrise de ma distribution. Et elle passe évidemment par des coopérations. Maîtrise de ma distribution à plusieurs niveaux. D'une part, sur la distribution hertzienne, au travers du DAB+, sur lequel on s'unit avec les autres radios en France pour pouvoir développer cette technologie qui est plus robuste et qui nous permet d'avoir une distribution directe qui ne passe pas par Internet. Ensuite, une stratégie de renforcement de nos plateformes propriétaires, sites et applications. Et aujourd'hui, il n'y a plus que 68% de nos podcasts qui sont écoutés ailleurs. Ça veut dire que j'ai doublé en 2 ans le pourcentage des podcasts écoutés sur mes applications et sites propriétaires qui sont passés de 16 à 32 parce qu'on investit dans nos propres supports propriétaires. 3, ça passe par des alliances, mais intelligentes et pas naïves, comme ça a été très justement dit. Et on essaie d'ouvrir la voie.
au lieu d'avoir nos contenus repris de manière tout à fait anarchique par n'importe quelle plateforme, parce qu'on est dans un média qui était un média gratuit, un média qui ne maîtrisait pas sa distribution, aujourd'hui, je négocie plateforme par plateforme des accords qui me permettent de maîtriser les conditions de ma diffusion. Et j'ai introduit une notion qui est nouvelle dans le média radio, qui est une notion de chronologie, que la télévision et la vidéo connaissent bien, avec une durée de diffusion possible sur ces plateformes-là. Et ensuite, les contenus sont accessibles exclusivement dans mes univers à moi, mes univers propriétaires, ce qui me permet de fidéliser. Donc, je conquiers de l'audience avec de la visibilité sur des plateformes tierces, et ensuite, je fidélise sur mes propres supports. Et je le fais aussi avec des coopérations avec d'autres, notamment les radios, puisqu'on vient de créer une société avec d'autres acteurs de la radio qui s'appelle Cosmos, où on va travailler sur un player commun qui s'appelle Radio Player, qui a été lancé par la BBC, qui a une vocation européenne, qui va nous permettre d'avoir une entrée commune dans les voitures, sur les enceintes connectées, là où il faut investir, et surtout il faut négocier, parce qu'en face de nous, on a Amazon, on a Apple, on a Google, qui eux aussi veulent être présents sur les interfaces dans les voitures. Donc quand on a une coopération européenne, ça nous permet d'être plus fort dans ce rapport de force-là, et effectivement, on voit bien qu'aujourd'hui, on est dans une véritable guerre de position et de négociation. Donc on a besoin de créer ces alliances à l'échelle au minimum européenne et parfois au-delà, puisque là, on est aussi avec les Canadiens dans cette coopération, voilà, Radio Player. Mais c'est un enjeu qui est évidemment majeur pour nous. Pierre, vous confirmez ce périmètre européen, il a une pertinence pour un groupe comme les Échos, le Parisien aussi? Oui, tout à fait, tout à fait. Bon, ça fait des années qu'on mène des batailles, en fait, et comme ça a été dit, on est très content de voir aujourd'hui qu'on a une Commission européenne qui n'a jamais été aussi engagée, avec Madame Vestager, bien sûr, mais Thierry Breton est très, très mobilisé, Madame van der Leyen, enfin bon, on a une équipe là qui a pris conscience. Avec Delphine, dans le passé, on a vécu aussi des phases dans lesquelles c'était les télécoms qui souffraient de gens disant « vous construisez les réseaux, nous on prend l'argent ». Je l'ai vraiment entendu de mes propres oreilles. Donc il y avait à l'IDAT, je crois peut-être, il y avait un rapport de force comme ça qui était assez clair. La répartition des rôles était assez nettement indiquée. Sybille, tu disais, oui, la désintermédiation. Moi, je vois 50% des applications pour le Parisien, elles sont téléchargées sur l'App Store. Donc, à la fois, on est la première application aujourd'hui d'actualité, on est très content, mais c'est un rapport assez particulier. Je préférais que ça soit téléchargé sur le site de destination du Parisien. Bon, mais on fait face et on compose avec des gens qui sont installés dans des rôles extrêmement importants. Je voudrais juste dire deux mots, parce qu'il reste 51 secondes. C'est ce que j'aime avec les gens de médias, ils sont aussi préoccupés que moi du timing. Il y a d'autres invités. Allez, on s'autorisera un 30 secondes de dépassement quand même pour conclure, Pierre. Mais juste deux mots simplement. Un sur la souveraineté, c'est un mot que j'ai entendu tout à l'heure qui est extrêmement cher à mes yeux, à mes oreilles. Donc c'est vrai que c'est l'Europe et c'est une souveraineté au-delà même, c'est une souveraineté des États. Il faut pas qu'on soit des États qui soient moissonnés par des acteurs supranationaux et pas tellement intégrés dans l'ordre juridique de chacun des pays. Alors ils diraient le contraire, ils sont en train d'y entrer peu à peu, mais enfin ça fait quand même 15 ans qu'on est sur la route pour le faire, donc on a des acteurs d'un genre nouveau, il faut les faire atterrir, il faut qu'ils soient des acteurs de plus en plus responsables là où ils interviennent, qui paient des impôts, enfin, bon, plein de choses qu'on fait de façon assez coutumière depuis un moment dans nos pays. Je pense qu'on va dans cette direction-là. Et deuxième mot, un peu surprenant peut-être par rapport à tout ce qu'on a dit, moi, il y a un thème qui m'intéresse de plus en plus, mais je sais que vous deux, vous êtes aussi engagés là-dedans, c'est l'éducation aux médias. On a une nouvelle association pour la PEM, pour la presse, pour l'éducation aux médias, et c'est mon ami Pascal Ruffnac du groupe Bayard La Croix qui la dirige. Vraiment, c'est très important pour nous, parce qu'on ne va pas pouvoir faire la lutte pour la souveraineté et tous les autres travaux qu'on a menés sans aussi qu'on puisse contribuer à éduquer, à faire en sorte que nos auditeurs, spectateurs, lecteurs soient éduqués, entre guillemets, parce que c'est une forme d'éducation à distinguer le vrai du faux, à avoir des précautions, multiplier les sources. Bon, ça sera bon pour nous, mais ça sera surtout très bon pour eux et pour la démocratie, en fait. Merci Pierre, c'est presque un mot de conclusion, mais quand même, j'aurais aimé juste, puisque effectivement on est en train de déborder légèrement, mais malgré tout un mot pour 2021. Et Delphine, je m'en voudrais quand même de ne pas avoir abordé la présidence de l'EBU. On parle d'Europe et d'enjeux et de coopération. Dieu sait si l'EBU est une alliance importante au niveau européen. Est-ce que c'est pour vous le défi ou une des priorités 2021 ?
Oui, c'est pour moi le prolongement de ma mission au sein de France Télévisions. C'est clairement une priorité dans un contexte où, comme je le disais, ça bouge beaucoup en ce moment à la Commission européenne. Et donc, voilà, tout est là, me semble-t-il, pour qu'on construise des alliances beaucoup plus fortes entre services publics européens au profit et avec dans la tête l'idée qu'il faut qu'on défende la souveraineté culturelle et aussi, comme l'a dit Pierre très joliment, nos démocraties. Voilà. Tout à fait. On vous souhaite une bonne présidence, en tout cas, Delphine, une bonne prise de présidence. Sybille, un mot pour conclure. C'est quoi 2021 et les prochaines années, le grand défi pour vous? Vous nous avez expliqué cette bataille de reconquête de la distribution, reprise de contrôle de l'offre. Est-ce que ça se poursuit en 2021? Ça se poursuit dans un contexte où, pour moi, le mot d'ordre, ça doit être civiliser Internet, puisqu'on sait que le vrai enjeu, c'est que la puissance avec la responsabilité et comment on établit des règles du jeu au niveau européen qui imposent des règles aux acteurs qui permettent qu'on respecte les droits d'auteur, donc qu'on respecte toute la chaîne de création qui va derrière. Et nous sommes l'un de ces acteurs qui créent. Donc il faut qu'on soit moteur pour entraîner avec nous tout le reste du secteur pour qu'il voit ses droits, sa création, sa valeur ajoutée reconnue, de manière à ce qu'on ait à l'avenir encore des créateurs dans notre pays. Merci pour eux, en effet, il ne faut jamais les oublier, les créateurs de contenu. Pierre, la démocratie ou un autre mot pour conclure? La démocratie, j'ai déjà dit. Ouais. Mais non, vraiment, en un mot, c'est aider nos salariés et nos lecteurs à préparer dans leur citadelle intérieure, c'est la capacité qu'ils ont à résister, la reconquête d'une vie normale, la reconquête de la vie d'après. Donc il faut les y aider, leur donner des clés, des outils, les distraire aussi, leur donner mais forger aussi cette volonté dont on aura besoin pour quand même repartir, redresser certaines choses et puis ensemble construire un avenir un peu meilleur, quoi. Je vous remercie infiniment tous les trois du temps que vous avez partagé avec nous ce matin. C'était tout à fait passionnant, on aurait pu poursuivre. Mais on va libérer nos visio-spectateurs qui, j'espère, sont toujours là. Vous allez pouvoir aller prendre un café, mais surtout, vous allez aussi pouvoir aller visiter tous les stands virtuels. Et oui, aujourd'hui, le Summit, c'est aussi un univers virtuel. Et oui, c'est l'apanage des technologies. Alors profitez-en. C'est la première fois et je suis sûre qu'il y a plein de choses intéressantes à découvrir. Ça va vous permettre de faire une pause un petit peu d'écran aussi. J'ai été ravie d'avoir été avec vous ce matin. Et puis, dans à peu près 25 minutes, je pense maintenant, on se retrouve avec le keynote de Stéphane Richard. Merci à tous, bonne pause. Merci à vous.